Je vous propose donc de commencer. Donc, bienvenue à ce... On était juste en train de poser les questions. Pourquoi vous êtes là par rapport à la thématique. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent répondre? Non? Bon, ok. Commençons. Donc, bienvenue à tous. Donc, effectivement, on va... Aujourd'hui, le but de la présentation, c'est vraiment d'expliquer comment le processus d'accompagnement du changement, ça peut aider à faire la transition écologique. Ça veut dire, c'est bien ce qu'on est en train de parler. On a une situation aujourd'hui, on voudra arriver là, et comment on va faire pour passer de l'un à l'autre. Donc voilà, donc je vais laisser Carole d'abord faire une petite présentation du constat, et puis on va ensuite poursuivre. Bonjour à tous, donc d'abord mon nom c'est Carole Soracaté. J'ai travaillé jusque-là pour la Société météorologique de France et notamment le prix Nobel Jean Jouzel. J'ai également créé un outil pédagogique pour expliquer le changement climatique sous une forme interactive et ludique aux enfants. Et je suis aussi coach CEL, Center for Evolutionary Learning, qui propose des méthodes d'accompagnement au changement extrêmement efficaces, nouvelles en tout cas en France, ça ne l'est pas aux États-Unis, et qui a des succès assez importants dans des entreprises comme IBM, Microsoft ou des gouvernements, y compris aussi d'ailleurs l'Union européenne et les Nations Unies. Voilà pour l'introduction de qui je suis. Donc, effectivement, on vient vous parler d'accompagnement du changement parce que c'est précisément sur ce quoi on travaille. Comme vous le savez tous, le dernier tiers du XXe siècle a vu la multiplication des dossiers avec une montée en puissance de la problématique du développement durable. Il y a eu Seveso, les pollutions atmosphériques urbaines, tout ce qui est problème de nitrates, pesticides, les espèces en voie de disparition, OGM, vaches folles, etc., j'en passe. Et certains dossiers ont été particulièrement décisifs dans la reconnaissance du besoin de coordination internationale. Et c'est pour ça, je pense, qu'on est tous là, précisément. Pour parler du changement climatique, l'alerte a été donnée dans les années 80 en même temps que le rapport Brundtland, que vous devez, j'imagine, tous connaître. On a mis l'accent du coup sur les émissions de gaz à effet de serre, notamment le CO2, dans tout ce qui est production et consommation d'énergie. Et c'est au sommet du G7 en 1988 que l'administration Bush a appuyé les négociations climat et la création du GIEC, qui est donc le grand organisme d'experts scientifiques d'évaluation du changement climatique. Et on revient évidemment à Rio en 92, qui a formulé des objectifs de stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre, mais avec un niveau non spécifié et sans engagement contraignant surtout. Et c'est vraiment la discussion actuellement qui se porte évidemment là-dessus. Néanmoins, une dynamique a été initiée sans engagement contraignant de baisse des émissions, mais a été évoqué le principe de responsabilité commune mais différenciée, sur lequel on revient encore évidemment aujourd'hui avec la thématique Nord-Sud. Néanmoins, à cette époque-là, donc l'administration Clinton avait fait un recul, et notamment après la non-ratification des États-Unis, qui soulignait que les USA ne s'engageraient que s'il y avait des engagements quantitatifs de la part des pays en développement. Tout ça pour vous dire, parce que ça j'imagine que vous le savez, ça remonte aux années 70-80. Donc finalement, depuis des années on en parle. Donc pourquoi on ne l'a pas déjà fait? Et surtout comment la faire? Je redonne la parole à... Merci. Est-ce que vous entendez bien les micros? Parce qu'il y a un peu toutes les salles qui se télescopent. Donc effectivement, la question qu'on va se poser, c'est comment faire? Ça veut dire, le premier rapport Cherney aux États-Unis, c'est 1979, qui dit effectivement il y aurait un impact de l'activité humaine sur les climats. On est en 2015 et on dit maintenant c'est la ligne rouge, si on la dépasse, c'est catastrophique. Et supposons qu'il y a un accord effectivement contraignant qui soit signé. Comment on va réellement faire dans les 10, 20, 30 prochaines années? C'est ça la question. Et comment, dans ce cas-là, on peut accompagner ce changement pour y arriver? Donc l'accompagnement du changement, c'est une méthodologie qui est bien connue, qu'on peut faire dans les organisations, dans les entreprises, pour une société globalement. C'est une stratégie en 8 étapes. Et on va regarder justement ces 8 étapes. Et comment, pour rendre ça très concret, on va le placer comme si j'étais un acteur politique. Je dois travailler dans le sens de la COP21. Et est-ce qu'aujourd'hui, les acteurs politiques ont travaillé dans le sens de ces 8 étapes pour amener le changement? Donc, je propose... Donc, n'hésitez pas à poser des questions, à interrompre. Alors, la première chose qui est importante, c'est de créer un sentiment d'urgence. C'est pas un sentiment de peur. C'est pas un sentiment où on est tétanisé, on fait plus rien. Non, au contraire, c'est prise de conscience et maintenant, il faut y aller.
Et donc ça fait l'impulsion, ça c'est la première chose. Et la deuxième, dans le sentiment d'urgence, c'est oui, vous êtes capable de faire le changement. Ça doit vous rappeler quelque chose, yes we can. Et la stratégie politique, elle était volontaire là-dessus. Ça veut dire, on sait que maintenant il y a un problème, il faut impulser vraiment le dynamisme et nous sommes tous capables ensemble, soit on a déjà les compétences, soit on est capable d'apprendre pour y arriver. Donc ça c'est vraiment la première chose qui est importante. Alors, si je regarde la diapo qu'on vient de passer, c'était la publicité qui a été faite, les 4x3 dans toutes les villes de France. Quand on voit un beau ciel bleu, avec écrit 7 milliards d'habitants, une planète COP21, ben là pour moi c'est les valeurs fraternité, solidarité, une ambiance apaisante. On est à l'opposé de créer un sentiment d'urgence qui fait une prise de conscience maintenant, oui il faut y aller. Donc je ne veux pas dire que la com n'est pas bonne, mais on est à l'opposé de ce qui devrait être créé comme sentiment pour créer un sentiment d'urgence. D'accord ? Deuxième point, si je regarde... Donc là, c'est autre type de communication scientifique. Donc j'ai pris ça sur un site officiel du gouvernement français qui parlait du changement climatique. Alors si je regarde ça, alors on a des courbes, 4 scénarios, des bleus, des verts, des rouges. Et on regarde le RCP, bon, c'est pas trop ce que ça veut dire, 2,6, ça doit être les degrés, parce que c'est ça qu'on nous parle. Et puis si on connaît un peu en graphe, on voit en watts par mètre carré. Ça s'appelle le forçage irradiatif. Et à mon avis, le forçage radiatif, pour 99% des Français, ça fait pas tilt, quoi. Ils disent « Ah ouais, j'ai un peu plus de forçage radiatif aujourd'hui. » Et ça, c'est quelque chose qui est important. Ça veut dire, même sur la notion de degrés, si aujourd'hui vous dites un Français, il fera 2 degrés de plus, bon, c'est comme au mois d'octobre, c'était plutôt doux. Quand il fait 2 degrés de plus, j'enlève mon pull et puis il n'y a pas de problème, quoi. Donc ça veut dire, même sur ce qui a été le plus fin en termes de communication, même ça n'a pas forcément de sens concret. Et aujourd'hui, si je regarde la courbe qui va jusqu'en 2000, on nous parle beaucoup de 2100, impact, et la courbe qui va jusqu'en 2250. Aujourd'hui, dans une situation où le public français... il a une grosse pression économique avec 5 à 10% de gens qui sont à la limite du burn-out, 10 à 15% de chômage, une pression liée à une peur ambiante liée au terrorisme actuellement. Ça, c'est un sentiment d'urgence maintenant, des problèmes maintenant. Et à côté, on lui parle de COP21 et des changements climatiques, des choses qui auront un impact peut-être dans une vie qui ne sera peut-être pas la mienne. Donc vous voyez, on est déjà sur 2 niveaux. Et donc cette difficulté de dire maintenant, quelle est la problématique maintenant, en quoi c'est grave et donc comment on peut impulser. Alors je vais vous donner un exemple de start-up qu'on est en train de développer. Donc c'est une plateforme avec Emmanuel qui est cofondateur, où par exemple là-dessus, c'est une plateforme web dans laquelle en open data, on va chercher toutes les infos liées au changement climatique et on met tout sur une même carte avec un scénario 1 le plus optimiste, scénario 2 le plus pessimiste, comme ça me fait une grille. Et on met un curseur jusqu'en 2050, ça suffit pour des décisions. Et l'avantage du curseur, c'est de montrer qu'en fait, c'est pas qu'on arrive à 2 qu'on a le problème. À 1,8, on a déjà le problème. Peut-être moins grave. Et montrer que c'est une dégradation petit à petit. Alors, je vous donne un exemple concret. À quoi, en premier état, l'outil peut servir. Par exemple, je suis un décideur politique de la région bordelaise. Je vais cocher mes différents critères. Donc, il y a lié à l'inondation, risque industriel, sanitaire, agriculture. On clique, on voit les risques. Je suis un élu bordelais, je clique et je vois que s'il y a une augmentation de 2 degrés, c'est la qualité du vin de Bordeaux qui va être très fortement impactée et la quantité produite. Ça veut dire que déjà aujourd'hui, je suis décideur, je me dis comment on peut faire pour créer une filière parallèle, parce que ma filière économique majeure de la région, donc la viticulture, tout ce qui est lié à l'embouteillage, donc l'industrie, l'export, va être impacté d'ici 20 ans. Est-ce que j'investis toujours dans un lycée agricole avec option œnologie si je sais que dans 20 ans, la moitié de la promotion sera au chômage? Le deuxième cas, par exemple, sur la côte de Lacanau, on sait que ce sera des dizaines de kilomètres de côte, donc un spot de surf connu. Deuxième impact sur la filière là, du tourisme, majeur dans la région. Qu'est-ce que je peux faire maintenant aujourd'hui pour éviter cet impact ou peut-être compenser? Troisième cas, on sait que dans les Landes, juste en dessous, là, les conditions seront réunies pour que les chikungunya se développent. Donc comment faire en termes d'aménagement du territoire aujourd'hui pour éviter que demain il y ait la prolifération du moustique et donc du virus?
Ça, c'est premier cas. Donc, anticipation et atténuation des impacts du changement climatique. Mais imagine, je suis un décideur politique, je suis dans le bordel, je dis maintenant, on va arrêter le vin, parce que dans tous les cas, c'est fichu. Vous passez pas. C'est impossible de passer si vous n'avez pas fait prendre conscience au public. Et ça, là-dessus, on l'associe sur un deuxième niveau, sur un jeu qui s'appelle Creative Zone, développé par Emmanuel, qui justement, on fait un jouet, donc c'est du grand public, chaque personne joue à un industriel, le marché c'est le monde entier, et puis on peut investir justement des entreprises basées sur des énergies fossiles, d'autres sur des énergies renouvelables, d'autres sur d'autres modes de consommation comme les cycles courts par exemple. Et à mesure que le public joue par cycle de 10 ans, on voit le thermomètre qui augmente sur son plateau et on voit les impacts en direct sur sa région grâce à Open Climat. Et là, vous pouvez créer vraiment une sensibilisation du public qui se dit « Attends, en fonction des décisions que je prends, je vois ma région qui est impactée. » Et donc, dans la foulée, on fait une concertation, d'abord un brainstorming où, OK, qui est gêné par le fait qu'il n'y ait plus de plage à la Cano? Ah ouais, moi, oui. Aujourd'hui, France, l'objectif, c'est, on finit de développer la plateforme sur la France et après, c'est de pouvoir intégrer les open data sur l'Europe. Aujourd'hui, c'est ça, l'objectif. Parce que, en fait, on ne pourra pas prendre une décision liée au changement climatique en restant au niveau national. Ce sera forcément un impact au moins continental. Parce que, par exemple, si je prends là, j'ai plus la carte, mais le sud, on sait qu'il y aura la possibilité de cultiver, par exemple, des oranges et des pamplemousses dans le sud de la France. Mais si je commence à prendre ces décisions et que tout le monde fait dans la même chose, on se retrouve en crise. Donc il faut forcément, ou les flux migratoires, ça pourrait être géré que au niveau continental. Sinon, chacun va rentrer dans son truc et ça ne va pas marcher. Donc l'objectif, effectivement, c'est arriver au niveau continental. Donc voilà, donc je disais, pour finir sur Creative Zone, après, on fait effectivement séance de brainstorming où chacun va sur l'atelier ou sur lequel il est sensibilisé par rapport à l'impact. On fait brainstorming, on sort des idées et là, des élus politiques peuvent proposer un projet et faire de la co-création. Parce qu'aujourd'hui, l'élu, il arrive à un truc tout ficelé, puis il dit voilà, c'est ça qu'on va faire. Ouais, super, non mais nous, on veut continuer à faire du vin. Tant qu'ils n'ont pas senti pourquoi c'était un problème, il faut justement sensibiliser et faire de la co-construction. Et là, on n'est plus du tout dans le même fonctionnement, on en parlera après, on est dans plus du fonctionnement de start-up. On est en méthode agile, le projet, il n'est pas forcément ficelé, mais on va le construire. Ça a fait beaucoup de changements. Oui. T'as le micro? Non, là, l'objectif, là, les ateliers, c'est qu'ils soient faits avec du grand public. Sur ce jeu-là. Parce qu'après, on peut le jouer avec un groupe d'élus ou une entreprise. Et en fait, il est fait pour le public. Et aussi, certaines entreprises, mais on le formalise différemment. L'entreprise, c'est plutôt pour dire, regardez, vous êtes une entreprise classique, on vous fait jouer, vous voyez que, en fait, les marchés vont bouger très vite. Et l'objectif, c'est créer de l'innovation. Leur sortir du cadre dans lequel on connaît et leur dire, voilà, il y a des opportunités et vous ne vous figez pas sur un truc. Il y a 3 marchés dans lesquels ou 4 marchés qu'on a définis dans lesquels vous pouvez investir et vous développer demain. Voilà. Alors, donc ça, c'était le premier, comment créer un sentiment d'urgence. 2, c'est comment on crée une coalition puissante. Alors, coalition, j'ai mis à l'esprit le mot. Coalition, c'est vraiment... Il y a différents, et là j'aime bien l'image des Avengers, ce que ça parle, c'est le 5e succès cinématographique de tous les temps. Mais ils ont ça parce qu'en fait, chacun a des super pouvoirs, chacun a des valeurs, chacun a une mission, chacun a ses intérêts personnels. Mais à un moment, face à une problématique globale, ils se réunissent et ils font équipe. Alors, c'est pas toujours facile, il y a chacun à son ego, ça frite. Mais c'est justement ça. À un moment, ils disent, OK, on se met tous ensemble et on fait une coalition. Et on associe nos super pouvoirs pour résoudre un problème. Donc si je regarde aujourd'hui, est-ce qu'au-delà de la réunion gouvernementale qui a eu lieu, effectivement chaque pays se retrouve, mais si je regarde au niveau de la France, est-ce qu'on a eu une situation de coalition? Non. En régie, on me dit non. Oui, allez-y. Parce qu'après... pas forcément votre question. Oui, en fait, je voulais dire qu'il y avait quand même les efforts du Comité 21 France qui est à travers toutes les régions, puis rassemble des adhérents multi-acteurs. Donc,
ça peut être vu comme une forme de Ça coalition. peut être une forme de tentative de coalition, effectivement. Moi, ce que je vois, si je regarde l'extérieur de province en plus, on voit aujourd'hui effectivement un gouvernement qui mobilise une équipe pour faire la COP21 et accueillir les différents gouvernements. Autour, un certain nombre d'acteurs, et je vais vous mettre la fiche suivante justement, qui justement font pression sur la partie gouvernementale pour dire maintenant il faut signer un contrat ou un accord contraignant. Ça c'est vrai, donc ça j'aimais bien. POC 21 c'était juste pour l'histoire, c'est des makers, designers, informaticiens qui se sont retrouvés pour faire des projets open source, voilà, comme une turbine éolienne à $30, voilà. Donc, après c'est téléchargé en open source. C'est pas tellement le projet qui m'intéressait, mais c'était dans la COP. On est l'inverse de la COP 21, des POC 21, et nous, on crée une société réellement durable. Donc, vous voyez, ils disent, vous discutez, vous signez des documents que vous respectez jamais, et nous, on agit. Le but, c'est pas de juger, de savoir si c'est vrai ou pas vrai. C'est la perception. Et quand vous êtes dans une situation comme ça, ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas une coalition. Vous avez un affrontement, un gouvernement, des actions de la société civile. Et si on regarde les sondages vers septembre, donc à 2 mois de la COP, 70% des Français avaient à peine entendu le nom et ne savaient absolument pas qu'est-ce qui se négociait ici. Sur les sondages, ces sondages que j'ai lus. Bon, après, j'ai parlé avec des gens qui ne sont pas du tout le sujet. Ah ouais, tu vas à COP 21, ouais. C'est le truc à Paris, quoi. Donc voilà, donc est-ce qu'aujourd'hui, il y a une coalition? Pas forcément, vu la taille de l'enjeu. Mais déjà parce que ça vient du... Le problème, c'est qu'on ne peut pas sauter une étape. Si on n'a pas un sentiment d'urgence, on ne peut pas mobiliser et on ne peut pas faire une coalition après. Ou difficilement. La troisième, c'est... Oui. Gardez le micro. On sortira d'autres micros derrière. Excusez-moi, je ne veux pas être... Non, allez-y. Mais vous avez dit on intervient. Mais est-ce que selon vous, là vous donnez l'exemple de POC 21, mais est-ce que c'est un bel exemple de coalition qui... Non, c'est justement montrer qu'il n'y a pas eu coalition. Ça veut dire qu'il y a des initiatives... Parce qu'ils sont en confrontation. Oui, ils sont dans la confrontation beaucoup. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'acteurs qui font pression sur le gouvernement pour que... Or, le gouvernement français se présente comme étant celui qui va dire on va essayer d'avoir un accord. Donc... Mais on sent bien que dans la société civile, c'est pas ça qu'ils entendent. Oui, je comprends. Merci. La société civile est encore plutôt dans les mouvements militants plutôt. Et là, c'est pas des extrémistes, hein, c'est des gens qui sont de bonne volonté. Ils ont pris un château, ils ont travaillé pendant 5 semaines. Donc oui. Et est-ce que vous avez des exemples de coalitions efficaces? Coalition puissante. Puissante, efficace, historique. Un bout avec Martin Luther King qu'on peut donner. Sur Martin, pour moi, c'est vraiment un exemple aussi. C'est dans son discours le plus célèbre, il dit I have a dream. Il dit pas I have a plan. Et ça fait toute la différence. Ça veut dire il a une vision, il porte une vision. Et ensuite, dans le concret, dans l'action, quand il est en Alabama ou quand il fait la grève sur les bus, ils ont des actions très précises. Il dit voilà, maintenant, aujourd'hui, on va partir de l'église et on va aller jusqu'à cette rue dans le quartier blanc. Et si on y arrive, on a atteint un succès. Et si on la dépasse, c'est encore plus. Parce qu'à un moment, on est tellement soudés, la coalition est tellement forte, que ça fait trembler les gens qui sont en face, parce qu'ils hésitent, quoi, face à la détermination. Et c'est ça, vous voyez, où ça part, et je vais justement développer là-dessus. Et la coalition, il arrive à la faire, où il arrive à faire un moment multi-confession. Et il arrive à la faire multi-unique, ethnique. Alors, il n'a pas tout le monde, parce que là, mais il a assez pour représenter un moment et la coalition. C'est vraiment des exemples magnifiques là-dessus, parce que la puissance est tellement forte que les gens ils sont prêts à se prendre des coups de poing et ils signent disant qu'ils sont prêts à donner leur vie et jeter en prison. Ça veut dire qu'à un moment, le sentiment d'urgence, il est fort. D'accord? Alors, je vais vous donner justement... Alors oui, juste avant de donner un outil, c'est aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu une vision? C'est la question. La grande thématique, on dit voilà, aujourd'hui, ou du moins en décembre, il faut qu'on signe quelque chose où on ne dépasse pas les 2 degrés. C'est clairement, est-ce que c'est ça, le grand enjeu? Pour moi, ça, c'est pas une vision. Ça, c'est une contrainte. Ça dépend
De quel projet de société vous choisissez? Quelle est la vision que vous avez pour la société, pour votre pays, pour le monde en entier? Et après, est-ce que cette histoire de 2 degrés vient comme obstacle à votre vision? Si je suis très provocateur, je pourrais dire, nous, en France, on va construire des barrières. Et puis, on a assez d'argent pour acheter tout ce qu'il faut pour ne pas avoir de problème sur le changement climatique. Donc, plus 4, plus 6, plus 8, plus 2. Nous, c'est pas un problème. Ça, je dis que j'étais provocateur. Mais vous voyez, on a un projet de société, nous, on vit très bien entre nous, c'est bon, pas de problème. Vous voyez, ça dépend du projet de société. Ça vient en contrainte, en fait. Donc, hop. Ça avance plus. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, si vous voulez, on vous donne là un exemple pour construire une stratégie complète. D'abord, vous construisez la vision avec une coalition puissante. Quelle est la vision que nous partageons tous, ou la proposition qu'on peut proposer entre leaders et auquel les autres vont adhérer et qu'on va co-construire. Ensuite, quel est le pourquoi? Ça, les pourquoi individuels de chaque personne et le pourquoi collectif. Et seulement après, on passe au comment. Et le 2 degrés, on répond au comment du problème du 2 degrés. Et après, qu'est-ce qu'on fait? C'est le quoi. Donc si je reprends l'exemple de Martin Luther King, il y a une vision, I have a dream. Les pourquoi, il y a ses pourquoi lui. Et il y a les pourquoi d'autres personnes qui ne partageaient pas ses visions personnelles et religieuses, par exemple. Et après, le comment, c'est le plan d'action. Maintenant, on a décidé d'avoir l'égalité, d'avoir droit de boire aux mêmes bars, ou d'être contre telle ségrégation dans telle ville précisément. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une manifestation, on va remplir les prisons, et après, ça va encore plus en détail dans chaque action au quotidien. Oui, si vous avez une question, allez-y. En fait, ce qui m'intéresse, bonjour Nick Landreau, ce qui m'intéresse, c'est de fédérer des acteurs qui ont des visions vraiment différentes. Le why, en fait, ce qui est complexe, pourquoi est-ce qu'on dit 2%? Enfin, 2 degrés, pardon. Parce que les 2 degrés, c'est quelque chose qui est commun, finalement, à où qu'on soit sur la planète. 2 degrés, ça parle à tout le monde sur la planète. Or, sur une île, c'est une élévation de l'océan. Je suis dans les montagnes, c'est la fonte des glaciers. Donc, pour moi, en tant que citoyen, ce 2 degrés veut dire des choses totalement différentes. Donc, soit on a un discours en disant qui s'adapte à chacune des populations, soit on a un discours un peu fédérateur. Et ma question est, finalement, quels sont vos recos pour avoir un discours fédérateur autour de parties prenantes qui ont des problématiques et sur lesquelles l'impact, finalement, de ce changement climatique s'exprime de manière différente? Alors déjà, avec le slide d'avant, pour répondre, je suis sûre que vous faites un sondage en France. Clairement, peu de gens sauront vous dire l'impact qu'aura le 2 degrés ou le 4 degrés en France, sur leur région ou dans leur vie. Donc on a déjà un problème de sentiment d'urgence. Pour l'individu lambda, ça n'a aucune signification, 2 degrés. En France aujourd'hui, pas pour nous, on est à la COP21 bien sûr, donc on voit, mais pour la plupart des gens, vous demandez 2 degrés, ils vous diront, je sais pas, il y a les coraux peut-être qui vont disparaître, ils savent pas trop. Mais aujourd'hui, c'est une vraie question fondamentale. Quelle est notre vision de société ? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, le corps politique nous propose comme vision de société ? En fait, la vision, elle est commune à tous et chacun après son pourquoi je vais participer. Alors ouais, moi, si je vous prends le week-end dernier avec 50% d'abstention, c'est qu'après il n'y a pas une vision partagée. Et là, je vous parle globalement. Donc après, on arrive à une problématique là, et c'est qu'on arrive à se raccrocher sur un comment. Et encore, c'est même pas une contrainte auquel on essaye de chercher un comment. Mais si vous n'arrivez pas à fédérer tout le monde, ce sera difficile de négocier avec une vision commune. Après, il y a des choses qui appartiennent à le pourquoi. Si vous lisez Martin Luther King, par exemple, c'est pour prendre l'exemple que je donnais, on en parle assez peu en France, mais parce que par exemple, il a une dimension très spirituelle dans son texte, mais qui est voilà, et qui est collé. Mais dans ce fait que nous, le dream, il est grand. Son pourquoi, il appartient, il explique, il donne, mais après à chacun de prendre. Et il y avait des gens qui n'avaient pas du tout ces mêmes opinions que lui, et ils avaient arrivé à fédérer sur une vision commune. Oui, parce qu'après l'autre partie, elle est contre. Ou qui n'était pas sensibilisé. Il a la même problématique. Alors après, j'en parlerai. Alors, on ne peut pas sensibiliser. Moi, je vous en parlerai après, quand j'irai à l'approche systémique. Mais le but, c'est pas forcément de sensibiliser, mais c'est comment je motive toutes les parties à bouger en même temps. Et là, on a l'approche systémique. On peut pas. C'est utopique de dire on va mobiliser tout le monde. Mais on va faire bouger tout le monde. C'est différent. Vous aviez une question ?
On reviendra, si j'oublie, quand il y a créé approche systémique, vous m'aurez dit. Vous avez une question? Je voulais rajouter que la vision, c'est parce que là que ça manque en général. On a un manque de vision de société. S'il s'agit des élections ou s'il s'agit d'autres choses, c'est comme si on faisait plus de vision, non? Oui, il n'y a pas de vision, il y a un vrai manque. Donc ensuite, lorsqu'on a une vision ou un début de vision, parce qu'elle se co-construit aussi la vision, on communique sur elle. Donc là, je ne vais pas m'étendre, parce que comme il y a un manque de vision commune, on ne va pas s'étendre sur la communication. Ensuite, c'est lever les obstacles. Ça veut dire que là, on arrive au comment. Ça veut dire que j'ai cette vision de société là-bas, il y a forcément des obstacles entre là et là-bas. Et s'il n'y en avait pas, ce ne serait pas normal. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre dans le changement que vous êtes ici et vous voulez arriver ici. Mais ce chemin qui amène de là à là, vous ne l'avez jamais fait. Si je prends le cas d'une entreprise par exemple qui fabrique du jouet, elle vend 50% de ses jouets les 2 derniers mois de l'année. Donc elle a des cycles comme ça. Donc c'est vrai que ça fait du changement dans l'entreprise, mais c'est pas un vrai changement. Elle a l'habitude tous les ans, c'est le même problème. Donc ce n'est pas du vrai changement. Mais quand vous êtes là et que vous voulez aller là, et que c'est un problème de changement, on n'a jamais fait le chemin. Donc on ne sait pas ce qu'on va avoir comme obstacle. Et ça, c'est important. Donc on verra dans les prochaines slides, justement, quand on veut lever les obstacles, c'est justement ça. Et là, le 2 degrés, c'est un obstacle sur le futur de notre société, et même déjà maintenant, puisqu'on commence à avoir les impacts. Alors, pour réussir à changer, en fait, c'est bien de travailler justement sur 4 niveaux. D'abord, les outils. Quels sont les outils que vous mettez à disposition pour les personnes pour changer? Ensuite, quelles sont les compétences? Est-ce que vous les formez? Alors, classiquement, ça, c'est les 2 premiers niveaux. Ils sont souvent plutôt bien faits. En entreprise, on dit, voilà, maintenant, on va mettre en place un SAP ou quelque chose comme ça. On envoie un gros logiciel, l'outil, on le paye, on fait le chèque, ça c'est facile. Après, on fait un peu de formation de 2 jours, on dit c'est bon, les gens ils seront utilisés, ils vont abandonner leurs vieux fichiers Excel. Pas de problème. Et souvent, ça c'est bien fait. Mais ce qui nous manque, c'est qu'en fait, le changement, il doit se faire sur 4 niveaux. C'est-à-dire les outils, est-ce que vous avez formé les gens pour qu'ils soient compétents à utiliser les outils? Et après, est-ce qu'ils ont le bon état d'esprit pour utiliser l'outil? Et est-ce que vous arrivez à les connecter à leurs valeurs pour qu'ils se disent « Ah oui, c'est important de faire ça maintenant ». S'ils ne sont pas connectés à leurs valeurs, ils ne peuvent pas changer d'état d'esprit. Parce que souvent, le changement implique aussi un changement du mode de fonctionnement. Donc sur les valeurs et sur l'état d'esprit, on fera des exemples tout à l'heure justement pour voir, mais regardez, la plupart des fois, on ne travaille que sur ces 2 premiers aspects. On n'y arrive pas. Il faut que quand la connexion se fait, ce n'est pas général, cela doit toucher la personne sur ce qu'elle a de plus profond pour qu'elle se dise « Ah ok, oui, c'est ça ». Et là, elle est prête à changer d'état d'esprit. Ensuite, c'est démontrer les résultats à court terme. Cela veut dire, on est là, on veut passer là, on a une coalition puissante qui commence à se mettre en mouvement, et là, dès qu'on a un premier résultat, en quelque sorte, on a traversé, on a dépassé la rue, à ce moment-là, il faut dire, ah ok, ça c'est une réussite, on a vraiment réussi. Et il faut justement communiquer dessus pour dire, on l'a fait, yes we can, nous pouvons, regardez, on a réussi à le faire. Malgré tout le travail de vision qui était difficile à définir, la coalition qui ne voulait pas venir, maintenant on a fait le premier pas, on a réussi. Et dans le cadre de la COP21, on avait un précédent qu'on pourrait utiliser pour communiquer. C'est par exemple l'accord de Montréal sur les CFC. C'est-à-dire, regardez, on avait un problème qui est un problème de gaz, on a fait un accord contraignant, exigeant, on a mis en place une stratégie, et aujourd'hui c'est supprimé, regardez, on a réussi. Alors forcément l'enjeu est plus conséquent aujourd'hui, mais si on l'a fait une fois, on peut se demander comment on a fait pour réussir, et faisons la même chose. Et utilisons ça pour rebondir. Donc aujourd'hui, il existe par exemple, pour démontrer les résultats à court terme, qu'on a déjà un précédent. C'est pas juste dire on a réussi à signer l'accord. C'est déjà un premier résultat sur lequel on peut rebondir. Et là, ça montre qu'on est capable de faire. Et ainsi, on aurait déjà un début d'adhésion collective par rapport au conflit. Ok, on a tenu notre promesse, on a signé l'accord. Maintenant, on va faire une promesse à 6 mois. Et là, on pourrait regagner la confiance, si j'étais un acteur politique, et fédérer la coalition à ce moment-là. Ensuite, c'est bâtir sur les premiers résultats. Ça, c'est important, parce que je vous ai dit, on est ici, on va là. Et là, on pilote à vue. Et c'est là où c'est difficile dans une démarche gouvernementale, où souvent on est sur des plans d'action à 5, 10, 15 ans dans un mode structuré. Là, quelque part, il faut avoir un mode de fonctionnement start-up où je fais quelque chose. Donc, il faut une équipe qui soit plutôt dans la créativité, avec des méthodes agiles. Il ne faut surtout pas stigmatiser l'erreur, dans le sens où on a droit de se tromper, parce qu'on ne sait pas où on va. On n'a jamais pris le chemin. Par contre, le problème n'est pas de faire des erreurs, mais de ne pas apprendre.
Donc si j'apprends de mes erreurs et qu'on est capable de modifier et d'avancer, alors on peut avancer rapidement vers l'état de changement. Parce que si on dit, on fait un plan à 5 ans, on voit dans 5 ans, alors le changement, on n'est pas prêt de le mettre en place. Donc ça peut être très long. Donc c'est bâtir sur les premiers résultats et chaque petit résultat compte, à la fois pour, comme je l'ai dit, féliciter et aussi pour voir ce qui marche. Une start-up, elle vend un produit avant même de l'avoir créé. Elle voit si ça vaut le coup. Oui ? Oui. On fera une conférence dessus demain, la vision mécaniste versus la version organique. L'une structurée très hiérarchique, avec un pouvoir de contrôle au centre, l'autre qui travaille en réseau, et aujourd'hui on peut avoir des mobilisations de centaines de milliers de personnes autour de quelque chose qui est complètement viral. C'est pas qu'il n'y a pas de pouvoir, c'est que le pouvoir agit différemment. Donc c'est justement la question que je pose. Si on veut accompagner le changement, il va pas falloir le faire comme on le fait. Ou on peut avoir les deux niveaux justement. Un niveau qui apprend, qui teste, et lorsqu'on a sorti ce qui marche, on peut le passer à une taille justement structurée. Il n'y a pas une qui est mieux que l'autre. C'est que si on met toute l'organisation, l'administration en start-up, ça crée un stress parce que justement on est toujours en changement. Donc il faut le manager complètement différemment. Et ensuite, lorsque vous avez bâti sur les premiers résultats, il s'agit d'ancrer les nouvelles pratiques. En fait, c'est exactement comme se laver les dents. Vous lavez tous les dents. On n'a pas besoin de vous le répéter. Mais les enfants, à 9 ans, il faut encore leur répéter pourquoi. Si je reprends pour un enfant, les tools, il les a. Il a une brosse à dents, un dentifrice. Les parents lui ont appris comment se brosser les dents, le dentiste lui a appris comment se laver les dents, donc il sait. Par contre, il n'a pas l'état d'esprit, il ne s'est pas connecté à ses valeurs. Même en étant allé chez le dentiste 2 fois, l'enfant ne s'est pas connecté à une valeur de santé. À 9 ans, ça n'a pas en fait tellement de sens de faire attention à ses dents parce qu'on va les avoir jusqu'à 80 ans. Parce qu'il n'a pas cette valeur encore qui est ancrée. Il peut les avoir sur autre chose, les vitamines par exemple, mais pas sur les dents. Parce que le mindset, l'état d'esprit n'est pas encore là sur tous les niveaux. Donc c'est vraiment ça. À un moment, la coalition puissante fait un effort, elle travaille ensemble, et le but n'est pas qu'elle retombe parce que ça n'a pas été ancré, ça doit être ancré de telle sorte que c'est devenu une habitude, ces nouvelles pratiques. C'est ça qui est important. Il faut penser que ça doit devenir un apprentissage, ça doit devenir automatique de le faire. C'est une problématique car souvent on dit que les changements écologiques ou majeurs comme ça, vraiment de société, ça prend une génération pour se faire. Donc, est-ce qu'on va attendre 30 ans pour dire que la génération suivante elle-même va mettre 30 ans pour optimiser ? Ça risque d'être long. Il paraît que l'enjeu est quand même plus court. On va étayer ça différemment. Est-ce qu'il y a des questions sur les 8 étapes C'est très clair, alors. Vous êtes prêts à les mettre en place ? On va prendre quelques exemples concrets pour étayer ça différemment. Donc, si je prends quelques exemples liés à l'écologie, ici au changement climatique, la collecte sélective, par exemple, donc le tri des déchets. Lorsqu'il y a des choses qui sont envoyées en décharge en centre d'enfouissement, ça crée du méthane, comme le compost. On a les plastiques, pour les créer on utilise du pétrole, ça crée de la pollution. On les brûle, c'est de la valorisation énergétique, mais ça émet des gaz à effet de serre. Donc on voit bien que c'est un enjeu. Si je regarde comment c'est fait classiquement, tout le monde doit avoir un petit sac jaune ou un grand bac jaune. Bon, dans certaines petites villes de province, au début, il fallait aller à la mairie avec un document d'identité prouvant qu'on habitait bien dans la petite ville pour avoir le sac jaune. Bon, pas de chance si sur la carte d'identité ce n'était pas la même adresse. Obligé de rentrer chez soi pour prendre le sac jaune. Donc voilà le premier frein à l'outil. Bon, après il y a la formation, les compétences. On vous explique, mais c'est pas toujours si clair que ça quand même. Du moins il y a encore beaucoup de gens qui ne savent toujours pas ce qu'il faut mettre dans quoi en termes de plastique. Ça devient un peu compliqué. Mais celui-là a une forme ronde, oui mais c'est pas une histoire de rond, bon. Mais on voit bien, au niveau des valeurs et de l'état d'esprit, est-ce qu'il y a eu un changement ? Est-ce qu'il y a une formation qui est faite là-dessus ? Et on voit que c'est difficile en fait parce que ça ne connecte pas. Et ce qui a le mieux marché dans certaines communautés de communes, c'est quand ils ont fait la collecte incitative. C'est un mot compliqué pour dire que vous allez payer au nombre de poubelles qu'ils ramassent. Tout ce qui n'est pas trié, on met au compost, on met dans le sac jaune, tout ce dont on veut se débarrasser. Comme ça au moins on a moins de bacs et on paye moins. Et en fait pourquoi ? Parce qu'ils vont toucher à la valeur de la propriété. Avant, on payait pas trop cher, à 100 €, et maintenant, même quand vous faites des efforts, vous payez 300 €. Alors, il y a eu des grèves, des manifestations, on a dit c'est pas normal, mais parce qu'on est venu les toucher sur une valeur liée à la propriété. Et là, ça a du sens. Donc, les gens se sont dit, ok, on va faire leur truc. Mais l'accompagnement du changement n'a pas été fait parce que cela crée une protestation. L'idée est bonne, parce que finalement, on a de super résultats,
Mais en termes d'accompagnement du changement, on est obligé de le faire par la force. Et là, le politique encore se prend un coup parce qu'il dit « Ah là là, je suis quand même obligé parce que sinon le nouveau centre d'enfouissement va être à perte ». Donc pensez bien, si vous avez une communication, est-ce que vous avez bien donné les outils? Est-ce que vous formez bien les gens? Et former, ce n'est pas donner un papier, c'est est-ce qu'ils savent faire? Tester s'ils savent faire. Et est-ce qu'ils ont le bon état d'esprit? Est-ce que ça les connecte à leurs valeurs profondes? Ce n'est pas forcément des trucs mirobolants. Est-ce que ça les touche dans leur quotidien avec un sentiment d'urgence maintenant? Deuxième cas, l'économie de partage. Est-ce que tout le monde connaît l'économie de partage? Voilà, on a des spécialistes ici, ils savent faire. Alors pour dire, donc il y a l'économie linéaire, ça c'est classique, on prend des déchets, on crée des biens et quand on n'en veut plus, on les jette. Et puis on recommence, voilà. Et plus on va y vite, plus on gagne d'argent. C'est ça la stratégie. Dans l'économie de partage, il y a le mot partage. On a tous des biens, des maisons, des voitures. À la voiture, on constate qu'elle est utilisée seulement 10% de son temps. Il y a en moyenne 1,5 personnes dedans. Donc il y en a qui se sont dit, si on l'utilisait pendant les 90% du temps qu'il reste, et si on mettait 4 personnes dedans, on aurait beaucoup moins de biens à produire, donc beaucoup moins de pollution, et puis moins de pollution à l'utilisation. Ça, c'est la base de l'économie de partage. L'objectif est dans ce cas-là de mettre en relation ceux qui ont les biens et ceux qui ont besoin d'un service ou d'une prestation. Avec Blablacar, certains doivent être utilisateurs d'ailleurs ici, c'est le covoiturage. Et Uber, on en a entendu parler sur une relation entre guillemets de taxi. Je vais à un endroit et il y a quelqu'un qui n'avait pas prévu d'y aller, mais qui m'y emmène. Alors sur la question du partage, il y a le partage des biens, donc en impact écologique moindre. Un partage économique, parce que je n'ai plus besoin d'acheter une voiture, je ne paye qu'à l'utilisation. Et partage au niveau de la société, avec le constat que j'étais dans ma voiture tout seul. Je rentre dans l'appartement dans lequel je vis tout seul et où je ne connais personne, et ça recrée du coup du lien social. Aujourd'hui, le constat, et principalement dans le cas d'Uber, on a le sentiment que ceux qui étaient pour l'économie de partage ont la sensation d'avoir été trahis par une société comme Uber. Parce que Uber fonctionne toujours avec des anciennes valeurs. Les gens se disent pourquoi ce seraient 2 Américains qui sont tout seuls là-bas avec quelques business angels qui récupèrent l'ensemble des richesses créées par la plateforme. Aujourd'hui, la mairie de Séoul a interdit Uber d'ailleurs sur son territoire en disant qu'il n'y a pas de raison que ce soit des Américains. Ils se sont dit on va créer notre propre plateforme et la richesse va être investie dans la ville. Donc on voit qu'en fait, le côté partage n'a pas été intégré. Et si on regarde en France, qu'ils aient impacté les taxis, ça c'était prévu. Les taxis sont tombés dans le trou, c'était prévu. Mais ce qui pose surtout problème est qu'ils ont poussé des personnes à travailler de manière illégale, au noir, alors qu'en France, on a plein de dispositifs. On peut faire travailler des gens assez facilement. C'est possible. Donc ce sont des valeurs de l'ancienne forme d'économie. Le business est rentable, donc on s'y met, mais on ne respecte pas les valeurs. Ça veut dire que Uber a une très forte croissance, une très forte valorisation à 62 milliards, mais est-ce que ça peut tenir demain s'il ne respecte pas tous les codes, sachant que ça peut aller très vite sur les changements de tendance? Donc c'est une question. Et la deuxième, c'est la pollution. Aujourd'hui, on se rend compte, les études que font les spécialistes dans ces domaines-là, c'est qu'on n'a pas forcément diminué la quantité de pollution qu'on crée avec ces solutions-là. Pour la raison simple est que les gens qui consommaient beaucoup dans l'économie classique ou linéaire consomment beaucoup dans l'économie de partage, comme le coût a baissé. Par exemple, avant, quelqu'un disait « je ne peux pas aller de Nantes à Bordeaux tous les week-ends, donc j'y vais une fois par mois ». Maintenant, si je me mets sur Blablacar, je vais toujours remplir ma voiture, donc je peux y aller 4 fois par mois maintenant. C'est ce qu'on appelle l'effet de rebond. Donc on voit bien que c'est toujours l'ancien état d'esprit de consommation qui s'applique à un modèle où le droit d'entrée est beaucoup plus faible. Donc je rentre dedans. Ça, c'est d'autres choses. Oui, ça vient impacter beaucoup de marchés. On en parle demain dans l'autre conférence, mais voilà, ça vient impacter le marché de l'automobile, le marché de l'auto-école, le marché du transport en commun. Tout ça parce que c'est un changement de mode de consommation. Mais c'est pas leur problématique. Et justement, ça renverse. Est-ce que si je veux avoir un impact global, il faut que j'ai une vision systémique. Ah oui, attendez, je n'ai pas vu la question. Il amène le micro. Ça va. Oui, juste une remarque. Ce que vous avez dit sur Uber, est-ce que c'est valable pour tous les multinationales qui se retrouvent ici à COP21, qui s'enrichissent un peu comme Uber, c'est du capitalisme, mais qui ne partagent pas vraiment? Est-ce que c'est la même? Est-ce que vous voyez la même chose ou c'est différent? Je ne vais pas rentrer dans une polémique, mais je dirais que certains taxes, ce qui peut se faire ici, comme du greenwashing, ça veut dire que je me donne une image de green. Ça, c'est une autre problématique, mais c'est la vision, en fait. Si j'ai une vision
et que ma vision, je l'incarne dans les faits, j'ai beaucoup moins besoin de faire de marketing. Si je fais quelque chose et je me mets une vision en couche par-dessus, alors ça veut dire que c'est le what. Je fais quelque chose. Je vends une prestation. Comment je le fais? Au mieux, on dit pourquoi on le fait. Mais ça, souvent, c'est une agence de com qui vous écrit pour votre bilan annuel, mais juste parce que ça fait bien. Mais aujourd'hui, et surtout avec la nouvelle génération, génération Y, ils n'aiment pas se faire avoir. Ça veut dire, vous dites quelque chose, vous faites autre chose, ça ne va pas et ça, c'est très vite. Mais c'est pas du tout la même. C'est entre une multinationale qui se donnait une image green et Uber, c'est différent. Parce qu'Uber, ils ne se donnent pas du tout une image green. C'est pas du tout un truc, ils disent, nous on rentre sur l'économie de partage parce que c'est un nouveau business avec de nouvelles règles, on les maîtrise très bien parce que c'est facile, il suffit d'apprendre aux gens, leur donner un outil, c'est une application sur un mobile, et savoir utiliser, il y a toute une génération qui c'est pas un problème d'utiliser ça. Donc c'est assez facile de rentrer entre guillemets dans la plateforme. Mais après, tout le reste, ils s'en fichent un peu. Donc, mais par contre, là, aujourd'hui, c'est la critique, justement, on dit, et on voit bien qu'il y a, pour moi, il y a un danger à 5 ans sur ce genre de société, ou pour elle, mais au moins l'opportunité pour nos nouveaux business de rentrer et de respecter toutes les valeurs. C'est-à-dire, pour moi, dans le cas d'Uber, ce serait dire, je suis une société qui fait de la plateforme, comme Uber, et je la loue à des collectivités, et j'apprends à une collectivité à l'utiliser. Ça veut dire, je redistribue la richesse un peu différemment. La collectivité a une partie, et moi une partie parce que je suis un excellent programmeur et j'accompagne. Et là, c'est beaucoup plus pérenne. Parce qu'en fait, Uber, pourquoi ils gagnent beaucoup d'argent? Parce qu'ils deviennent monopolistiques par rapport aux autres. C'est pas que la plateforme est meilleure, c'est que juste ils ont un plus gros marché. Et à un moment, c'est l'histoire de l'effet de réseau. Le leader, il devient leader. Comme Amazon, plus vous achetez chez Amazon, plus le logiciel devient intelligent, plus il peut mieux proposer. En fait, il devient de plus en plus intelligent et donc chaque nouveau entrant vaut plus cher que le précédent. Donc c'est des business models qui sont un peu différents. Alors, sur vision systémique, justement, si vous voulez avoir une vision pour résoudre ça, c'est d'avoir une vision systémique. Ça veut dire mettre tous les acteurs. On en parle un peu en RSE, par exemple, sur les parties prenantes, mais moi, quand j'accompagne des entreprises, je mets vraiment tout ça. Alors, je vous donne un exemple. J'avais une personne qui dit, moi, je veux réduire la quantité de plastique qui se crée sur Terre. C'est plus possible. Dit OK. Et donc, après, elle veut créer une start-up dans ce domaine-là. Elle dit, OK, on met tous les parties prenantes. D'abord, on dit, bon, OK, celui qui devrait faire l'appel d'aspiration, c'est les entreprises qui pourraient utiliser du plastique recyclé. Donc, on met sa motivation à utiliser du plastique recyclé, son frein. Donc sa motivation, par exemple, ça coûte moins cher que du plastique neuf en premier usage. Son frein, c'est est-ce que je vais avoir les mêmes caractéristiques? Est-ce qu'il est pur à 100%? Est-ce qu'il n'y a pas des restes qui vont m'embimer mon moule, par exemple? Après, on remonte. Le recycleur. Frein, motivation. On remonte, si je prends le problème de la collecte sélective, c'est la collecte étendue qui va se faire demain. Ça, aujourd'hui, les centres de tri sont gérés par des sociétés privées que les collectivités donnent les mandats. Donc si je regarde là, je dis OK, mais oui, mais en fait, qu'est-ce qui va se passer si demain, tous les pots de yaourt et tout ça, c'est envoyé au recycleur? Celui qui enfouissait, il perd 90 à 100 euros par tonne qui n'est plus enfoui. Donc il va poser un problème pour l'approvisionnement de la matière première demain. Donc si je ne lui trouve pas un os à ronger en remplacement, il va tout faire pour nous embêter et il va empêcher la promotion du plastique recyclé parce que ça ne lui intéresse pas. C'est une société privée qui enfouit. Donc ça ne sert à rien de communiquer et dire mettez vos pots de yaourt si demain il va tout faire pour pas que ce soit enfoui et pas que ce soit recyclé. Donc il faut que je lui trouve une autre source de revenus à lui pour que. Donc vous voyez, l'approche systémique elle doit être globale comme ça. Donc vous voyez, j'essaye de faire bouger le système sans forcément fédérer tout le monde autour de ma vision du plastique. C'est pareil, on a d'autres problèmes. Et plus il y a de plastique différents, plus ça devient compliqué à trier en sortie. Donc il faut mettre des systèmes de surtri qui coûtent 5 à 10 millions. Donc pour essayer d'avoir du plastique pur. Donc là, avec la start-up, on part sur... on voit bien qu'il y a des gens qui cherchent du plastique recyclé, ils ne trouvent pas. Donc on fait l'intermédiaire aujourd'hui entre ceux qui cherchent et ceux qui produisent. Ça fait déjà un premier appel entrant. On va voir comment on attaque le reste du problème. Ouais. D'accord. Hop. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à là? Ça va? Alors... Pour finir, on va vous présenter des exemples concrets de choses on plonge dedans.
sans être parfait, mais justement des projets professionnels qu'on met en place. Alors, moi, c'est un projet que je développe sur Nantes en ce moment, un accélérateur d'entreprise, justement. Mais alors, classiquement, quand on parle d'accélérateur d'entreprise, on pense beaucoup start-up innovante, avec fort potentiel de croissance, mais on oublie toute une partie qui sont les PME aujourd'hui, sur lesquelles, effectivement, on va leur demander de faire une transition. Alors que ce soit la transition sur la 3e révolution industrielle, que ce soit sur l'économie circulaire, sur de nouveaux modes de management, mais j'identifie plusieurs leviers. D'un, on leur parle de performance globale aujourd'hui. On ne veut plus juste une performance économique, on veut une performance globale. Ça veut dire, c'est de la RSE, c'est de l'entreprise libérée. Ça revient à la question de la vision. Quelle est votre vision en tant que chef d'entreprise et votre utilité à la société? Et comment vous managez par rapport à tout ça? Comment on fait la transition sur des PME qui ne sont pas vraiment des start-up, plus maintenant, mais qui ne sont pas des grands groupes et qui n'ont pas forcément la puissance financière dans les grands groupes. Deuxième levier, c'est la transition environnementale, justement. Comment on va les accompagner à faire de l'économie circulaire ou des circuits courts qui seront des exigences demain du consommateur. Donc toutes ces questions, ça peut être la transition numérique. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a une vision très en silo. On a un spécialiste de l'économie circulaire et vous avez 1000 tonnes de déchets, il veut absolument arriver à 0 tonnes. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas une logique globale, systémique. Parce qu'en fait, il faut penser ça comme le maillon plus faible de la chaîne. Vous en renforcez un, puis après, vous regardez quel est le plus faible. Ou comme en gestion de production qui se connaissent, quel est le goulot. Et après qu'on a optimisé celle-là, on change de goulot. C'est vraiment ça. Et donc, nous, on réunit une vingtaine d'experts au même endroit, dans une grosse société nantaise, pour justement faire synergie grand groupe, PME, start-up, pour qu'il y ait une vision complètement systémique. Et on puisse faire... Parce qu'on peut accompagner une transition que si tous les acteurs sont là, justement. Voilà. Et donc, on apprend, si on met des start-up dans un grand groupe, on lui apprend comment on peut avoir une méthode agile pour manager et pas forcément quelque chose de rigide. Et comment la start-up, elle apprend du grand groupe sur un certain nombre de process, d'investissement, des choses comme ça. Donc voilà, je vais passer maintenant la parole à Carole sur un autre plus ludique. Donc moi, comme je vous l'introduisais, j'ai travaillé donc avec Jean Jouzel et d'autres éminents experts scientifiques, ainsi que des ministres et des cabinets ministériels en France. Et je me suis rendu compte qu'il manquait cruellement d'outils pour les enfants et que pourtant la question de l'éducation était quand même fondamentale. Du coup, j'ai décidé de créer un outil qui s'appelle Le Mondouka Sauvons le climat. En fait, à la base, c'est un livre que je vous montre ici. Le Mondouka, qui a du coup été préfacé par Jean Jouzel, Nicolas Hulot et d'autres, et soutenu par plusieurs ministres et sénateurs. Et pourquoi? Justement parce que autour de projets, autour des enfants, on arrive à fédérer, on arrive à créer une coalition. Et pourquoi? Parce que finalement, tout le monde se rend bien compte que ça passe d'abord par là. Et je me suis rendu compte en lançant ce projet-là que finalement, tout était une question d'apprentissage. C'est ce qu'a développé Christophe tout à l'heure. Et que finalement, ça touchait les enfants, mais ça touche aussi les adultes. Et en faisant vivre ces personnages merveilleux qui viennent et qui font découvrir de réelles problématiques, voilà, c'est une intervention que j'ai eue auprès des enfants. Par le jeu, ils adoptent l'état d'esprit qu'il faut avoir, des OUCA, qui permettent de justement développer les valeurs, l'état d'esprit, les compétences et les outils dont on a parlé. Et on sous-estime énormément les enfants à l'heure actuelle, mais croyez-moi, ils sont capables de vraiment beaucoup de choses. J'ai une gamine de 4 ans qui m'a sorti ce que c'était une éolienne. Donc ils comprennent très très bien de ce dont on leur parle. Et pour moi, la solution passe d'abord par là, puisque si on sensibilise évidemment les enfants, il n'y aura plus besoin de faire de forums et de grandes conférences sur le climat dans les années à venir. Et c'est facile. La chance que j'ai eue, c'est de voir, heureusement, que justement en ayant ces soutiens à la fois des ministères et des grands scientifiques du GIEC, qu'il y a vraiment cette conscience-là qui n'est pas exclue, c'est-à-dire qu'il y a cette conscience qu'il faut faire quelque chose pour les enfants, mais malheureusement, trop de personnes à l'heure actuelle, soit ne s'y intéressaient pas forcément, soit tout simplement ne savaient pas comment faire. Voilà, c'est pour ça que j'ai créé cet outil-là, qui d'ailleurs a été adapté en spectacle labellisé COP21 par la mairie de Paris, qui a déjà commencé sa tournée, donc ça se développe pas mal, et le projet étant de le développer aussi au niveau audiovisuel, puisque bien évidemment on touche encore un nombre encore plus important d'enfants par ce moyen-là. Je voulais aussi vous parler, puisque je vous ai parlé en introduction du CEL, le Center for Evolutionary Learning. Le CEL, c'est aussi un outil d'accompagnement du changement.
Alors, on n'a pas la diapo là, mais du coup, si vous êtes intéressé, vous pourrez venir me voir. En réalité, le CEL, c'est un outil de management du stress, de gestion du stress en entreprise. Et le CEL utilise des méthodes qui peuvent apparaître comme nouvelles, mais en réalité qui ne le sont pas. À la fois, du coup, pour le bien-être individuel, mais en même temps, on se rend compte que ça permet aussi une méthode de management, ça s'intéresse beaucoup aux managers, qui est beaucoup plus efficace, performante et soucieuse du bien-être des collaborateurs. Et c'est pour ça que le CEL est intervenu dans des grandes entreprises type Shell, IBM, Microsoft. Et par exemple, à Shell, on a eu la surprise d'avoir des retours non demandés. Et 100% de ces retours-là recommandaient le programme du CEL. Parce qu'il faut savoir que le CEL, c'est un programme qui est gratuit en entreprise. C'est un peu un bonus qui est proposé avec des recherches scientifiques derrière, etc. Et donc des chercheurs, des personnes de l'ONU, etc. Et 100% de ces personnes-là qui ont expérimenté la méthode recommandaient ce programme-là auprès de leurs collègues et l'ont décrit comme une expérience, life-changing experience, donc une expérience qui a véritablement changé quelque chose dans leur vie, quoi. Voilà, donc le CEL est intervenu pas seulement en réalité auprès des entreprises, mais aussi au niveau de l'ONU, de l'Union européenne et de gouvernements comme le gouvernement latvien, etc. Donc, en fait, tout ça pour vous dire que des méthodes, il y en a, et des méthodes qui fédèrent, des méthodes qui permettent d'établir des choses et de développer les valeurs qui sont déjà présentes. Donc, je suis sûre que vous aussi, si vous êtes là, c'est que vous avez des choses intéressantes à proposer. L'objet de cette conférence, c'est pour vous montrer que, voilà, c'est d'abord en partant de la vision qu'on peut développer justement ces outils-là. Je repasse la parole. Juste une petite précision que pas rajouter, Carole. Effectivement, c'est des pratiques management qui sont basées sur une pratique courte de méditation, en fait, parce que justement, adaptée, qui permet de manière simple de petit à petit remonter la personne individuellement avec elle-même dans son état d'esprit et toucher ses valeurs. Petit à petit, le mental il se calme, que ce soit par la gestion du stress, où il y a des ateliers sur la créativité. Une fois, un moment quand mon mental il est un peu plus apaisé, c'est là que les bonnes idées arrivent. C'est quand vous êtes en train de conduire le soir ou sous la douche que ah oui, ça y est, c'est pas quand vous êtes en train de turbiner. Et c'est en fait un moyen, effectivement, surtout quand on accompagne le changement et qu'au niveau individuel, des fois, c'est pas toujours facile. On a parlé beaucoup au niveau organisation, au niveau de société, mais il faut penser que l'individu, chacun a ses problématiques, c'est son état d'esprit, et des fois, ça peut coincer au niveau d'un individu. Donc, c'est des solutions et c'est très, très développé. Ça serait très présent dans les sociétés comme Google ou dans les accélérateurs, les incubateurs. On a beaucoup ça parce que justement, ça baisse le stress lié, comme je vous ai parlé, d'être toujours un peu en créativité, en test, ça crée quand même un certain stress. Et justement, on est obligé d'être créatif, donc de sortir du cadre régulièrement. Et ça a permis d'apaiser le cadre. Voilà. Donc maintenant, on est ouvert aux questions ou si vous avez des cas concrets à en discuter, on est tout à fait ouvert. Soyez pas timide, hein, allez-y. On a la pluie qui nous fait un petit bruit. Oui. En fait, je voulais juste partager un exemple du gouvernement du Québec qui va dans le même sens de ce que vous disiez. Les enfants, ça fédère. Je dois parler plus fort encore? Non, c'est bon, il approche, c'est bon. C'est ça. Je voulais partager un exemple du gouvernement du Québec qui a bien compris ce que vous disiez, les enfants, ça fédère. Et ils ont axé tout leur programme de sensibilisation sur « Faisons-le pour eux ». Et ils mettent en situation des enfants dans différentes régions du Québec qui sont exposés à différents enjeux des changements climatiques et qu'ils n'y peuvent rien. Ils en sont, dans le fond, victimes, si on peut dire, et que le gouvernement ainsi que les acteurs de la société civile ont le pouvoir, eux, de faire quelque chose et de le faire pour eux. Donc, je voulais juste partager ce petit exemple-là et qu'effectivement, ça fédère. Pour rebondir là-dessus, c'est non seulement vrai, mais ça va même au-delà de ce que moi-même j'imaginais, dans le sens où, par exemple, j'avais été invitée au CESE, donc le Conseil économique, social et environnemental, qui est en France, donc la 3e Assemblée nationale de France. Et quand son président a eu le livre entre les mains, il a changé complètement de visage et complètement, en fait, il a perdu son statut d'homme politique et il est revenu à ce qui est le plus connecté en lui-même, en fait, ce qui le rappelle finalement à sa propre enfance, voire finalement à ses propres enfants, ses petits-enfants, etc. Et quand on voit le changement de regard, on voit là que oui, là ça le touche et il y a quelque chose d'humain, de sensible. Et c'est que comme ça qu'on peut toucher les gens, avec ce côté-là sensible qu'on a tous au final. Donc oui, effectivement, le Québec a de très bonnes initiatives que je soutiens entièrement. En fait, on décentre l'enjeu de la confrontation.
C'est quand j'ai un certain statut, on va être en confrontation, et là, on le met à côté. Et là, j'ai plus l'habitude de jouer dans ce rôle-là. Et donc, forcément, tout le monde revient un peu à même niveau. Donc, c'est une très bonne stratégie. Donc, bravo. D'autres questions? Il reste un tout petit peu de temps. Un peu de temps, donc où certains ont des cas concrets de changements qu'ils arrivent à mettre en place ou pas en place, justement. Non. Oui. Bonjour, Grégory Martin, je suis un responsable national du syndicat CFDT. Et alors justement, en termes de changement, la difficulté à laquelle nous sommes confrontés, dans le cadre du dialogue social dans les entreprises ou les administrations, c'est la possibilité pour les élus d'offrir des possibilités de négociation sur la sobriété énergétique, sur les plans de déplacement inter-entreprises, etc. Mais une culture de l'entreprise qui est compliquée à mobiliser sur ces enjeux-là, quand on ne voit pas tout de suite en quoi ces enjeux pourraient servir le business de l'entreprise. Donc l'un des objectifs d'un syndicat comme le mien, c'est de considérer qu'on n'est pas sur une posture morale, mais on est avant tout sur une posture de business, parce qu'on se dit qu'en parlant business, on sera peut-être plus entendu par le chef d'entreprise que si on se met à discuter des grands enjeux de la planète, des enfants, la biodiversité, etc. Cependant, est-ce que vous avez dans votre expérience des chefs d'entreprise que vous accompagnez dans le cadre du dialogue social, c'est-à-dire de la négociation collective, comité d'entreprise, etc. Et donc, du coup, vous offririez là, dans l'échange que nous avons, quelques leviers qui me permettraient de faire progresser nos élus sur le sujet. Alors, j'ai pas personnellement d'exemple avec effectivement des syndicats. Plus on travaille plus avec des entreprises qui deviennent des entreprises libérées, donc qui se posent moins la question à ce moment-là, parce que en fait, donc, le problème de la relation, je pense que c'est le problème de la relation est déjà pas une relation de coalition, c'est une relation de confrontation souvent. Et on essaie de faire un dialogue. Donc vous voyez déjà, est-ce qu'on a un sentiment d'urgence en commun? Et aujourd'hui, je pense que le contexte économique peut aider. Et ensuite, est-ce qu'on arrive à faire une coalition? Ça veut dire, on a tous, comme les Avengers tout à l'heure, on a tous nos enjeux, nos postures, notre pourquoi. Mais à un moment, face à un problème global, on essaye d'avoir une vision. Donc le but, c'est pas forcément d'oublier votre culture, j'exagère, mais qui vous êtes, et vous avez une posture morale, gardez-la, et rentrez dans l'univers, effectivement, de l'autre personne, pour voir, et là, je fais une carte systémique, comme je parlais, quel est son frein à changer et quelle est sa motivation à changer. Et tous les acteurs. Et faites une carte de l'entreprise, et même ceux qui n'ont pas de relation avec vous, parce qu'ils sont quand même dans le système. Un lien qui n'est pas actif, c'est quand même un lien. Ça veut dire qu'il n'est pas actif. Et vous essayez de voir, et après vous dites, OK, quel est son frein à lui à changer en tant que dans son rôle, mais aussi personnellement. Parce que certains, des fois, c'est juste, ils ne changent pas parce que personnellement, il y a des enjeux pour eux, personnels. Et en termes de leur fonction. Pour certains, si je changeais, ça veut dire qu'en fait, j'étais mauvais. C'est toutes les grandes discussions sur l'entreprise libérée, par exemple dire on supprime les gens qui font le contrôle, par exemple, parce que tous les gens qui font du contrôle, finalement, inconsciemment, ils justifient leur poste parce qu'il n'y a plus rien à contrôler. Si c'est ses qualités parfaites, le responsable qualité, il n'a plus de rôle. Donc tous ces enjeux et ça renvoie, et là je vous renvoie aussi, c'est vous en tant que syndicat, quel peut être votre changement? Parce qu'aujourd'hui, si vous existez parce qu'il y a conflit, c'est difficile. Donc comment votre rôle change pour justement créer un dialogue qui soit déjà là et qu'on ne soit plus dans le dialogue social? On devrait déjà parler. Et je suis un acteur qui aide l'entreprise à monter, peut-être. Et vous avez des rôles à jouer demain parce que, comme je disais, pour moi, les entreprises, celles qui réussiront mieux dans le business demain, c'est celles qui auront une vision forte avec des valeurs fortes et qui se donneront les moyens. Donc ça veut dire les meilleurs moyens qui existent aujourd'hui sur le marché pour renverser le marché en leur faveur. Et donc je pense que vous avez des choses à apporter là-dessus, sur cette dimension. Mais il faut changer vous-même la posture peut-être. Donc c'est bon, après. Voilà, non, mais je dis globalement dans ça que je connais. Voilà. Par rapport à cet élément-là, je voulais, dans le fond, vous faire part d'un exemple au Québec. Je travaillais dans une firme de consultation en RSE et puis il y avait des enjeux un peu conflictuels, relations de travail, compagnie de transformation d'aluminium, donc Rio Tinto, Alcan, pour ne pas les nommer.
Et il y avait justement les enjeux du niveau de travail qui étaient très sensibles et tout. Et finalement, les enjeux environnementaux, comme finalement, c'était de travailler ensemble à quelque chose de positif, puis de générateur de résultats positifs pour l'entreprise, ça a rapproché les deux parties énormément. Puis ça a été générateur de positif, mais sur les enjeux de travail par la suite également. Donc, ça a été un bel exemple, finalement. Ouais. On pourra s'en parler plus amplement après, si vous voulez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Oui. Oui. Attends. C'est plutôt pour vous, madame. Oui. C'est quand il s'agit de former les enfants ou de les fédérer autour d'un objectif commun, comme l'enfant n'a pas forcément acquis, enfin, en tout cas, n'a pas forcément encore un libre arbitre très défini, c'est plus facile effectivement de fédérer un groupe d'enfants parce qu'ils n'ont pas encore le sens critique qu'un adulte pourrait avoir pour justement remettre en question tout ce qu'on leur dit. Dans quelle mesure est-ce que vous ne voyez pas un danger à trop promouvoir le fait de mettre en avant à trop mettre en avant le fait qu'on peut effectivement les fédérer autour d'un objectif commun. Alors, je suis complètement d'accord qu'effectivement c'est bien de les former aux changements qui vont venir parce que il va falloir qu'ils soient préparés, etc. Et que c'est un peu les générations passées qui les ont mis dans cette situation-là. Mais voilà, comment contrôler? Quels sont les mécanismes de contrôle que vous avez mis en place pour que ces enfants gardent quand même en fait un esprit critique vis-à-vis de cet enseignement qu'on leur fournit? Alors, déjà, c'est quand même assez... Il y a eu des décrets qui sont passés au niveau de l'éducation nationale pour intégrer le développement durable dans les programmes d'éducation nationale. Donc, c'est contrôlé. Quand il y a des interventions dans les écoles, le spectacle qui va, etc., parce que le spectacle est aussi allé dans l'hôpital des enfants malades à Necker, il y a toute une procédure de contrôle et de vérification par derrière. Il ne faut pas croire que ce soit le spectacle ou le livre, que ce soit d'ailleurs celui-là comme tout autre, peut aller dans ces institutions comme ça. Il faut bien évidemment que ça rentre dans le cadre de l'éducation nationale. D'autre part, il n'est pas tant question ici de développer ou de contrôler tout ce qui est esprit critique, mais de développer un état d'esprit. Et c'est l'état d'esprit qui est vraiment important parce que, je vois ce que les enfants regardent en termes de jeux vidéo, etc., des jeux extrêmement violents, sans des valeurs importantes derrière, des valeurs de coopération qui finalement créent leur individualité et leur potentiel d'être humain. Si d'entrée de jeu à l'âge de 5 ans on leur met ça entre les mains, est-ce que vous ne croyez pas que c'est plutôt en fait ces programmes-là, parce qu'en réalité tout programme a un sens derrière, il ne faut pas se voiler la face, quelles que soient les choses qu'on met entre les mains des enfants, il y a un sens et il y a quelque chose qui est véhiculé. Donc maintenant effectivement c'est compliqué pour les parents de maîtriser ça aussi parce qu'à l'heure actuelle ça s'est beaucoup développé. Néanmoins on voit apparaître de plus en plus de programmes. Là, en l'occurrence, je parle de jeux vidéo, mais pas seulement, qui essaient justement de véhiculer ces valeurs pour qu'ils les intègrent. Et ils le font naturellement, en fait, par le jeu, parce qu'ils les ont déjà en eux. Donc il s'agit simplement de conserver quelque chose qui est déjà là. Après, il se trouve que cet outil-là que moi j'ai développé, c'est pour sensibiliser au changement climatique, mais d'une façon positive, parce que si on rentre dans le catastrophisme, c'est même pas la peine. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est-à-dire de leur donner... quelque part aussi espoir qu'ils seront acteurs eux-mêmes du changement plus tard. Et ils le comprennent très bien. Donc voilà, je ne sais pas si je vous ai répondu à votre question. Une dernière question. Il y avait déjà un monsieur qui a posé un peu la question tout à l'heure que s'il y a un acteur important qui ne comprend même pas qu'il y a un état d'urgence et qui ne veut pas du tout participer dans la coalition puissante, est-ce que ce changement peut réussir quand même? Par exemple, dans les années 90, les États-Unis ne voulaient pas vraiment participer dans les politiques de changement climatique. Maintenant, ça a changé, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des questions géopolitiques qui rentrent en jeu aussi, qui sont extrêmement importantes. Alors, si, on pourrait le faire si on faisait une coalition du reste. Après, dans le domaine, si c'est un acteur économique, aujourd'hui, et on a beaucoup ça dans la nouvelle génération, c'est de monter social entrepreneur. Ça veut dire faire une entreprise, mais qui a un but social. Et faire que je sois l'acteur qui, par ma vision, je présente le même produit que tout le monde, voire mieux. Mais les valeurs qu'il y a derrière font que le marché se déplace vers moi.
Et aujourd'hui, c'est des solutions qui sont beaucoup, je prends le cas de Fairphone, si vous connaissez, dans la téléphonie, téléphone équitable. Et justement, je mets une vision forte, des valeurs fortes. J'ai créé un téléphone portable aussi bon que les autres. Et mon but, il est réparable, il est fait, voilà, un certain nombre de choses. Et demain, je pousserai les autres acteurs dans le fossé parce qu'ils n'auront pas adopté cette posture-là. Et finalement, si je fais un même téléphone aussi bon que tout le monde, pourquoi on ne changerait pas? Si je peux me permettre aussi d'ajouter... Oui. Oui, qui se sont développés. Oui. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose pour cette intervention, dans le cadre de mes fonctions, j'ai eu l'occasion d'échanger avec des responsables de très grosses industries internationales. Et ils m'ont dit quelque chose qui est très intéressant parce qu'eux, ils voient les choses d'une toute autre manière. C'est-à-dire que les personnes avec qui j'ai discuté, c'est des personnes activement des négociations depuis les premières COP. Depuis qu'ils étaient là à Rio, etc. Et qui m'ont dit à l'époque, notamment effectivement aux États-Unis, on avait beaucoup d'industries qui s'opposaient clairement à ça parce que leur intérêt, ils n'y voyaient pas leur intérêt. Et finalement, là, il y a eu des réunions d'industriels qui se sont faites et qui ont clairement mis en avant qu'il y a eu un retournement de situation énorme et que les mêmes qui étaient contre, maintenant, essaient de développer justement des initiatives et trouvent leur place dans ce nouveau système. Et que finalement, on a des industries qui maintenant peuvent jouer un rôle positif. Donc, les personnes avec qui je discutais ont conclu que même si on n'a pas un accord contraignant majeur comme on l'aurait peut-être espéré, le changement est déjà là et il est quand même positif, ne serait-ce que par rapport à ça. Parce qu'on sait le rôle des industries actuellement, donc si elles ont déjà compris l'importance d'aller dans ce sens-là, c'est qu'on va déjà dans le bon sens. Évidemment, le changement n'est jamais très rapide. Posez-vous la question chaque fois, quelle est sa motivation à changer et son frein à changer. Et si c'est à vous d'être le plus souple. Vous, pour le plus souple, pour proposer un truc, si c'est super génial, ils vont courir. Hein, et puis, si vous trouvez en plus quelque chose qui enlève le frein, les gens vont changer. Les entreprises, les organisations. C'est juste que souvent, on y va en frontal. Donc on essaye d'enlever leur motivation à pas bouger et on appuie sur le frein. Ça marche pas. Donc à vous d'être le plus souple si vous voulez faire changer le système. Bon, merci à tous. Merci beaucoup.